Je reprendrai donc la formulation de notre troisième paradoxe. La solitude qui nous est on ne peut plus consubstantielle ne nous est rien moins que naturelle. Étrange. C'est qu'elle a beau nous coller à la peau, la solitude ne nous va pas comme un gant, loin s'en faut. La compréhension que nous gagnons de notre misère solitaire, je cite une formule de Maupassant, notre misère solitaire, alors même que nous sommes foncièrement des animaux grégaires, s'accompagne toujours cette compréhension d'une souffrance atroce, je cite là encore, d'une horrible et subtile souffrance, écrit exactement Maupassant. Pourquoi ce calvaire de devoir vivre ensemble, si ce n'est pour ne pas pouvoir le faire, vivre ensemble? Pourquoi même ce torturant besoin d'union, c'est une formule de Maupassant à nouveau, torturant besoin d'union qui est manifeste dans la moindre de nos inclinations. Si, je cite encore Maupassant, tous nos efforts restent stériles, nos abandons inutiles, nos confidences infructueuses, nos étreintes impuissantes, nos caresses vaines. Car la fusion est un songe. 1 plus 1, dans l'amour bien sûr, n'est jamais assez, car fait toujours trop, puisque 2. La fusion est un songe, le partage un mensonge, éventuellement dans l'amitié. Parler de sa solitude ne peut rien empêcher, surtout pas elle, mais au contraire, tout empirer. C'est toute la difficulté, je l'avais me semble-t-il déjà suggéré, de la situation commune. Un homme souffre de solitude et s'en ouvre à autrui, un proche bien évidemment. Autrui qui lui répond qu'il n'est pas seul. Et qui, en niant précisément l'affirmation de son ami, renie son vécu et le condamne, ce vécu, à s'empirer. La fusion est un songe et le partage un mensonge. Il y a donc long avant que l'on en vienne à se mouvoir en la solitude comme, citation de Schopenhauer, le poisson dans l'eau. Si tant est qu'elle soit possible, elle qui est en tout cas souhaitable, se mouvoir dans la solitude comme le poisson dans l'eau, la chose implique un apprentissage dont la seule idée est elle-même réfractaire à la logique. Si la solitude est intrinsèque à l'homme, elle lui est innée, et il est donc inutile de s'y exercer. S'il est en revanche indispensable de s'entraîner à la solitude, alors évidemment, elle est acquise, et la solitude est alors extrinsèque à l'homme. Posons la nécessité d'une éducation à notre condition de soliste. Après tout, nul ne naît tel soliste en sachant qu'il l'est. Un nourrisson l'ignore, il l'apprendra. Être seul, c'est devenir adulte, nous l'avons suggéré. Ou plutôt devenir adulte, c'est apprendre que nous sommes seuls. C'est pourquoi une formation en ce domaine consistera, le domaine de la solitude, consistera non pas à devenir seul, mais bien sûr à souffrir, à supporter sa solitude. Or, on a eu beau avertir, puis médire, puis instruire. Qui enseignerait à résister à la solitude quand rien n'est plus redouté et que tout est fait par nous pour l'éviter? Alors, je voudrais juste renvoyer, évidemment, faire quelques renvois. On a eu beau avertir, on a eu beau médire, on a eu beau instruire. Alors, qui avertit? Qui avertit? Schopenhauer. Schopenhauer le premier. Je cite Schopenhauer. Une formation principale de la jeunesse devrait être d'apprendre à supporter la solitude. Voilà pour Schopenhauer qui avertit. Qui, en revanche, médit? Qui médit?
Nietzsche, à la suite de Schopenhauer. Je cite ici Nietzsche, c'est Aurore. Le défaut le plus répandu de notre type de formation et d'éducation. Personne n'apprend, personne n'aspire, personne n'enseigne à supporter la solitude. Et la mention d'ailleurs supporter la solitude chez Nietzsche est soulignée en italique exactement de la même façon que chez Schopenhauer. Schopenhauer avertit, Nietzsche médit sur justement l'inexistence de cet apprentissage. Ceux qui le suggèrent, ceux qui instruisent ce processus, ce sont bien évidemment les psys. Alors, on ne peut évidemment ne pas évoquer Donald Winnicott ou bien encore Mélanie Klein, qui ont pu initier justement les parents à l'idée que rendre un enfant capable d'être seul est le plus beau cadeau que l'on puisse lui faire. Alors tous les deux dans des communications respectives lors de colloques, Winnicott en 1957 et Mélanie Klein en 1959. On a donc insisté sur cet apprentissage de la solitude, mais qui enseignerait à résister à la solitude réellement quand rien n'est plus redouté que la solitude et que tout est fait par nous pour l'éviter. Car, je reviens à Maupassant, en vérité, je cite, tous nos efforts tendent à abolir la solitude. Cela est sans exception. Quelque direction que nous puissions prendre, tous nos efforts tendent à ce but. Ce qui fait que parmi nous, certains font bande à part, ce qui fait que d'autres font front commun, et toujours ce même désir qui est en nous de ne pas faire cavalier seul. La volonté, la nôtre, ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est au fond, fuir sa solitude, le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont non pas se pendre, comme dirait Pascal pour le bonheur, mais jusqu'à ceux qui vont se vendre. D'où un quatrième paradoxe. La solitude qui nous concerne nous cerne à mesure qu'elle se discerne. La solitude qui nous concerne nous cerne à mesure qu'elle se discerne. De la première impression que nous en avons, à son impressionnante répétition, toutes les fois où nous échouons à nous distraire, autrement dit, à nous soustraire à nous-mêmes, la solitude, c'est-à-dire pour chacun sa propre société, j'insiste sur ce syntagme, la solitude, c'est-à-dire pour chacun sa propre société. Je disais, peu de philosophes ont touché du doigt, finalement, ont thématisé ce que j'appelle la solitude du soliste, mais c'est ici Schopenhauer, la solitude, c'est-à-dire pour chacun sa propre société. Cette solitude, elle croît exponentiellement, ne serait-ce que parce que se sentir seul implique invariablement de l'être à sentir ce sentiment même. Quelque solitude que le narrateur maupassantien puisse ici ressentir, à pressentir la solitude de son ami. Ce n'est pas le narrateur dans la nouvelle de Maupassant qui s'intitule Solitude, ce n'est pas le narrateur qui, au fond, parle pendant 80% du temps, c'est le narrateur qui rapporte les propos de son ami. Donc, quelque solitude que le narrateur puisse ressentir, à pressentir la solitude de son ami, il ne sent pas plus sa solitude que lui ne sent la sienne. Nous autres hommes sommes bien liés à une sensibilité qu'informe une réflexivité. Sentir, pour nous, c'est sentir que nous sentons. Sensibilité qu'informe une réflexivité et qui forme notre subjectivité. Sentir, pour nous, c'est nous sentir sentant. Or, cette sensibilité qu'informe la réflexivité et qui forme notre subjectivité
vaut, de fait, comme excommunication. Sentir, c'est sentir cet autre que nous ne sommes pas. Excommunication dans l'incommunicabilité. Sentir, c'est toujours sentir que sentir ne se partage pas. Sentir, c'est sentir que sentir ne se partage pas. La moindre caresse, dans l'intimité la plus étroite, nous le fait sentir. Nous étant propres, ce que nous sentons ne peut que rester privé, et par là même nous séparer des autres, en nous faisant nous sentir à la fois comme des étrangers à leur égard, et comme des prisonniers vis-à-vis de nous-mêmes. Impression que nous livrer aux autres, afin de nous délivrer de nous, ne fait que renforcer, car, là encore, la proximité d'autrui n'abolira jamais la distance infinie entre nous, si bien que l'on finit toujours par se comprendre incompris, se croire incompris. C'est d'ailleurs ma plus grande crainte, particulièrement ici, en vous parlant. Si l'intimité de la vie de l'esprit implique sa clandestinité, en sorte que, effectivement, c'est tout un monde que chacun porte en lui. C'est tout un monde que chacun porte en lui. Citation d'Alfred de Musset. Un monde ignoré qui naît et qui meurt en silence. Quelle solitude que tous ces corps humains, écrit Alfred de Musset. Donc, si, je reprends ma phrase, si l'intimité de la vie de l'esprit implique sa clandestinité, en sorte que c'est bien tout un monde que chacun porte en lui, son inaliénabilité explique l'aliénation qui s'ensuit. Muré dans le fort F-O-R-T, qu'est notre fort F-O-R intérieur, l'être que nous sommes sent bien qu'en une telle solitude, il n'est pas ce qu'il est. Le sentiment de solitude, en effet, ne nous fait pas nous sentir seuls. Les Grecs disaient monos, seuls comme les dieux, qui, parce que substance, ne saurait manquer de rien ni de personne. Le sentiment de solitude nous fait nous sentir solitude, érémos. Les Grecs distinguaient un monos et érémos. Monos, seul au sens de un, unique. Érémos au sens de seul, solitaire. Le sentiment de solitude nous fait nous sentir solitude, en tant qu'être de relation qui, parce qu'il ne porte pas en lui le principe de son existence, ne peut que manquer de tout, puisqu'avant tout de soi, en tant qu'il n'est pas sans l'autre, et de l'autre, en tant qu'il ne se suffit pas à lui-même. Voilà l'homme. Ce que nous saisissons quand la solitude nous saisit est donc moins ce qu'elle est elle que ce que nous sommes nous, un être qui n'est pas à lui seul et qui n'est plus s'il est seul. Et qui n'est plus s'il est seul. Non seulement, évidemment, nous ne saurions exister seuls, exister, c'est bien tirer son être de quelqu'un d'autre. Nous ne saurions exister donc sans autrui, non seulement à la naissance, mais encore bien après. Nous ne saurions exister seuls. En ce sens, cinquième paradoxe, la solitude, qui est la condition de l'épreuve, est l'épreuve de notre condition. La solitude, qui est la condition de l'épreuve, est l'épreuve de notre condition. Quoi de plus éprouvant, effectivement, que pareil sentiment, la solitude, qui précisément ne nous inspire que le mal, ne nous inspire que le mal. Je cite ici Sénèque. Parce que la pire souffrance est dans la solitude qui l'accompagne. Parce que la pire souffrance est dans la solitude qui l'accompagne. C'est cette fois André Malraux. Non seulement il n'est pas plus de solitude sans épreuve que d'épreuve sans solitude. Se sentir seul, c'est toujours souffrir de l'être, et souffrir, c'est plus que jamais être seul à le sentir. Mais bien plus, non seulement il n'est pas plus de solitude sans épreuve que d'épreuve sans solitude, mais bien plus, il n'est finalement pas d'autre épreuve que la solitude même. Parce que nous ne souffririons plus, à tout le moins, nous souffririons bien moins
si nous pouvions partager l'épreuve qu'il nous faut endurer, ne serait-ce qu'en étant non pas plusieurs à la subir, cette épreuve, mais simplement deux à la souffrir. Il n'y a qu'une souffrance, c'est d'être seul. Je cite ici Gabriel Marcel dans une pièce qui s'appelle Le cœur des autres, Gabriel Marcel. Il n'y a qu'une souffrance, c'est d'être seul. Des épreuves de la vie, la solitude est ainsi l'épreuve par excellence, puisque celle même de l'existence, celle qui comme telle commence et ne finit qu'avec elle, et qui consiste pour un être qui n'est pas à lui-même sa propre raison d'être, à devoir vainement tenter de l'être, sa propre raison d'être, cela inlassablement. Dès lors, de même que Sisyphe heureux, le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible, écrit Pascal, que évidemment nous ne pourrons ici que suivre. Le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible. On en revient encore une fois à cette fameuse solitude du solitaire, l'isolement, la retraite, solitude du solitaire, isolement ou retraite qui, j'ai essayé de le montrer, ne constitue pas la solitude. Ne constitue pas la solitude, pour les raisons que nous avons évoquées, parce que nous nous y occupons fort bien, très bien, bien mieux d'ailleurs qu'avec les autres, parce que nous lisons, parce que nous faisons, parce que bref, nous sommes avec Dieu ou nous sommes entre nous, les solitaires de Port-Royal, etc., etc. Bref, nous n'y connaissons pas finalement la solitude. Il n'est de solitude que douloureuse. Il n'est de solitude que douloureuse et partant, il ne peut être que de l'horreur pour elle. Balzac confirmera, je cite, « Apprends ceci, grave-le dans ta cervelle encore si molle, l'homme a horreur de la solitude. » C'est Vautrin qui l'explique à Lucien, donc chez Balzac dans les illusions perdues. De l'horreur donc pour elle. En rivant chacun de nous à son être, sans recours ni secours, l'existence opère une radicale individuation qui frappe de désolation celui qui vient à en être frappé. Et si, comme l'écrit Victor Hugo, l'enfer est tout entier dans ce mot, solitude, l'enfer est tout entier dans ce mot, solitude, c'est justement que l'enfer est enfermement. L'enfer n'est pas les autres, Sartre le disait, et on l'a déjà contesté à Sartre, l'enfer n'est pas les autres, mais l'absence de tout autre dans la seule présence à soi. L'enfer n'est pas les autres, mais l'absence de tout autre dans la seule présence à soi. Or, celui qui se sent seul ne séjourne pas en lui-même comme en un lieu familier. Parce qu'inhabité par les autres, plus encore qu'inhospitalière, sa propre demeure lui est étrangère, si bien qu'il ne peut pas plus s'établir auprès de soi que fuir au-devant de lui-même. Cette remarquable tension, sinon cette contradiction insupportable dans l'impossibilité d'être en soi comme l'impossibilité de ne pas être à soi, explique que constamment nous cherchions désespérément à nous fausser compagnie dans la compagnie d'autrui, à nous défausser de nous. Les moralistes, Pascal autant ici que Schopenhauer, les moralistes ne raillant pas tant notre incapacité à être seul, que raillant notre incapacité à le rester sans sentir que nous le sommes. Il en résulte finalement un dernier paradoxe que je pourrais formuler ainsi. La solitude est le mystère du mystère de solitude. Soit en toute rigueur des termes, bien sûr ici je joue avec eux, mais on ne peut pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, la solitude est le mystère du mystère de solitude, soit en toute rigueur des termes, l'énigme de notre condition. L'énigme de notre condition. Je rappellerai effectivement qu'un mystère, au sens large, c'est bien sûr ce qui ne peut être expliqué par l'esprit humain, ce qui s'impose comme quelque chose à la fois inéluctable et insondable. Mais au sens étymologique, le mystère, c'est le caractère profond, c'est la vertu inhérente d'une réalité. Aussi est-il encore impropre de dire, pour ce que, comme unité de mesure du monde et des autres, chaque homme n'a que soi, et que c'est même sa définition. Aussi est-il encore difficile, impropre de dire
que ce n'est pas le rire, mais la solitude qui est le propre de l'homme. Ce n'est pas le rire, mais la solitude qui est le propre de l'homme. Je cite ici Gilbert Cesbron dans un livre qui s'appelle Journal sans date. Ce n'est pas le rire, mais la solitude qui est le propre de l'homme. C'est une formule, en toute logique comme en bonne métaphysique, aussi malheureuse, une même chose pouvant avoir plusieurs propres, même si une seule définition, formule aussi malheureuse qu'hasardeuse, un propre n'étant pas essentiel, Aristote nous le suggère, mais pouvant se déduire de ce qu'il est. Donc il est encore impropre d'affirmer que ce n'est pas le rire, mais la solitude qui est le propre de l'homme. Sans doute convient-il d'aller jusqu'à affirmer que, je mettrai cette fois mes mots dans ceux de Octavio Paz, le labyrinthe de la solitude, sans doute convient-il donc d'affirmer que, je cite, la solitude est le fond ultime de la condition humaine. En somme, le cœur de la situation inséparable et nécessaire de l'être que nous sommes. Octavio Paz ajoute, s'il est l'unique être qui se sente seul et qui cherche l'autre, le seul être qui, lorsqu'il se sent lui-même, se sent comme solitude, eremos et pas monos, et dont la sensation de vivre s'exprime comme une séparation et une rupture, voilà pour les mots d'Octavio Paz, c'est que, j'en tire la conclusion, seul, l'homme ne peut pas plus être qu'être un homme. Vu que nous y sommes tout entiers contenus, en tant qu'il ne va de rien d'autre ici que de notre être même, ce mystère, mystéré, n'est donc pas un problème, mais stricto sensu, un mystère. Non pas une question dont l'objet est extérieur à celui qui se la pose et dont la réponse se trouve dans la formulation, mais un problème qui inclut en lui celui qui le soulève et qui, n'ayant pas de solution, n'en finit pas d'être vécu. Pour reprendre la distinction établie par Gabriel Marcel entre la question donc et le mystère. Étant donné que pénétrer ce mystère, ce problème, n'équivaut pas à le percer à jour, on le devine avec Maupassant, et que l'approfondir revient à l'épaissir, il me semble l'avoir entériné avec ces paradoxes, les 6 paradoxes que je viens de vous livrer, ce mystère n'est donc rien moins que mystérieux. Aussi le poète ici est Jacques Bass, dans un recueil tout à fait approprié à notre propos, Seul est la solitude, Jacques Bass, donc dans Seul est la solitude. Le poète peut donc se délecter et chanter ô solitude mystère qui nous enveloppe. Et décliner justement ce mystère ainsi, Jacques Bass toujours, la solitude est mystère, une ombre qui se terre, qui se souvient, mot à mot, dans le phare de ces mots, l'énigme qui se vit est solitude. Voilà pour ces quelques vers. Mais à quoi bon même se le dire? Après tout, dire sa solitude, j'en reviens à ce point, c'est convenir, dire sa solitude, c'est convenir que de la solitude, il n'y a rien à dire. Dire sa solitude, c'est convenir que de la solitude, il n'y a rien à dire. Maupassant, au fond, le suggère à travers son personnage, qui, doutant de pouvoir être entendu par l'ami auquel il se confie pourtant, ne sait que répéter à l'envi dans cette nouvelle de 3 pages et demie que, je cite, « nous sommes éternellement seuls, toujours seuls, seuls à deux, peut-être, côte à côte, mais seuls ». Vox clamantis in deserto, que celle donc qui évoque la solitude et qui, se faisant, la révoque. En parler de la solitude, c'est toujours en parler à quelqu'un, ne serait-ce qu'à nous-mêmes. En sorte que ce n'est pas tant la solitude qui s'avère première, que la relation, dira-t-on, fuse dans le dialogue silencieux de l'âme avec elle-même. En parler en outre, c'est en parler en vain, la solitude étant pour celui qui nous écoute, ou une contre-vérité, que sa seule présence à nos côtés semble à même de corriger. À quoi bon nous dire seuls dès lors, si nous ne sommes pas tels que nous nous sentons être? Ou, si ce n'est une contre-vérité, un truisme, qu'autrui ne prendra la peine de discuter. À quoi bon nous dire seuls alors, si tout le monde le sait, de se sentir l'être? Si donc dire sa solitude à autrui revient à ne rien lui dire d'autre, sinon que celle-ci est nôtre, et ainsi se borner à redire la sienne en employant la première personne du pluriel, c'est que, je cite, nous pouvons dire uniquement de nous
ce qui est pareil à d'autres. Nous pouvons dire uniquement de nous ce qui est pareil à d'autres. Citation ici de Brice Parrain, dans une petite métaphysique de la parole. Nous ne pouvons dire uniquement de nous ce qui est pareil à d'autres. Dit autrement, parce qu'on ne communique que ce qui est commun, ce qui est unique en chacun, ne peut être su de personne. D'où suit que l'on reste toujours méconnu, toujours vaincu, exaspéré, en prison. En prison. Et c'est là encore Brice Parrain qui parle. Notre vécu étant ainsi tenu au secret, en tant qu'épreuve de notre condition, la solitude est sans doute le sentiment le moins partageable et le plus partagé. Le moins partageable, dans son vécu, sa couleur, j'allais dire sa chaleur, sa froideur, et le plus partagé. Et c'est-à-dire qu'il faille, du coup, tenir la solitude pour, je cite à nouveau, il s'agit cette fois de Maurice Blanchot dans l'Espace littéraire, et c'est-à-dire qu'il faille donc tenir la solitude pour une blessure sur laquelle il n'y a pas ici à épiloguer. Une blessure sur laquelle il n'y a pas ici à épiloguer. Parce que, sans être la panacée de ce mal nécessaire, parler de la solitude est le seul palliatif qui en atténue la sensation, je m'y refuserai. Je m'y refuserai. Parler de la solitude est bien le seul palliatif qui en atténue la sensation. C'est ce à quoi, précisément, dans des conditions, là encore, étranges, curieuses, difficiles, je m'emploie à faire avec vous. Parler de la solitude est sans doute le seul palliatif qui en atténue la sensation. Plutôt donc que de la taire, cette solitude, il nous faut la dire, il nous faut continuer de la décrire. Nous savons donc que nous ne pouvons rien en faire de plus maintenant que de la dire. Par où je réponds à la question que je nous posais aujourd'hui. Que faut-il en faire? Que faut-il en dire? Il ne nous faut manifestement rien faire d'autre que la dire, nous la dire. Le nous, évidemment, ici est particulièrement important. La partager pour tenter d'en sortir la tête haute. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous à la date indiquée, me semble-t-il, le 25 avril pour notre dernière conférence, où précisément sortir la tête de l'eau, nous tâcherons de le faire encore en parlant de la solitude. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite beaucoup de courage pour affronter ce confinement actuel. Merci de votre attention.